On a tous déjà vécu ce moment de dissonance cognitive devant la télévision, non? Ah ouais, c'est clair. Le fameux journal de 20 heures. Voilà, le journal télévisé qui s'ouvre sur un ton super, enfin presque triomphal. Le gouvernement annonce que l'inflation a enfin baissé. Tout le monde sourit sur le plateau. Exactement, tout le monde sourit. Et pourtant, en passant à la caisse du supermarché le lendemain matin, bah, le total affiché sur l'écran raconte une toute autre histoire, quoi. C'est le grand paradoxe. La facture continue de grimper. C'est ça, le chariot semble de plus en plus léger et le portefeuille de plus en plus plat. On se dit souvent qu'il y a une erreur, ou pire, qu'on nous manipule avec de faux chiffres. Je comprends tout à fait ce sentiment. Mais la réalité est en fait, elle est à la fois plus simple et plus complexe. Ce n'est pas un complot. C'est une formidable illusion mathématique. Une illusion mathématique, ouais. Ouais. Et pour comprendre comment on en arrive là, il faut vraiment plonger dans les rouages de la statistique économique. Parce que la statistique officielle et le ressenti quotidien, Et parle pas la même langue. absolument pas la même langue. Pour traduire cette angoisse du ticket de caisse en un chiffre froid et irréfutable, les économistes ont dû inventer des outils de mesure spécifiques. Et franchement, c'est un travail d'équilibriste. Bah, c'est précisément l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui. On va décortiquer tout ça, on va décoder la mécanique derrière ces annonces. Très bonne idée. Et pour y parvenir, on s'appuie sur une session explicative d'économie hyper pragmatique. C'est la fameuse situation 3, page 151, comment mesurer l'inflation. Un excellent document source au passage. Ouais, Très concret. ce texte utilise l'exemple de l'économie tunisienne entre 2015 et 2020 pour illustrer des principes qui sont en fait absolument universels. Tout à fait universel, peu importe le pays. Donc la mission pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre deux monstres sacrés de l'actualité. D'un côté, l'indice des prix à la consommation, Le fameux IPC, le fameux IPC exactement, et de l'autre, le taux d'inflation. Fini les équations arides, on va vraiment regarder comment les statisticiens transforment la vraie vie en données officielles. c'est un super programme. Bon, alors, par où commence-t-on? Parce que avant même de mesurer si les prix montent, j'imagine qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on essaye d'acheter, non? Le point de départ absolu, c'est la création de ce qu'on appelle le panier de la ménagère, ou en termes plus formels, le panier de consommation, Un panier virtuel, on est d'accord? totalement virtuel. En fait, l'Institut national de la statistique, ou son équivalent dans n'importe quel pays, il ne peut pas surveiller le prix de tous les objets vendus sur son territoire. Ouais, ça serait matériellement impossible. C'est infaisable. Donc, les statisticiens doivent concevoir un panier artificiel qui représente les achats typiques d'une famille moyenne, qu'elle vive en plein centre-ville ou dans une zone très rurale. Mais attends, mais comment on peut créer un panier moyen? Enfin, c'est une notion presque absurde quand on y pense. C'est vrai que ça paraît contre-intuitif. Bah oui, les dépenses d'un étudiant célibataire, ça n'a rien à voir avec celles d'une famille de 5 personnes à la campagne. Et c'est toute la limite de la macroéconomie. On est obligé de lisser les comportements, quoi. Donc on fait une moyenne géante. Exactement. Ce panier, c'est une sorte de chimère statistique, une radiographie à grande échelle de la société. D'accord. On y intègre l'alimentation, bien sûr, parce que c'est la base, mais aussi le loyer, l'habillement, les frais de transport, la santé, Les loisirs aussi. les loisirs, oui, complètement. Et pour savoir exactement quoi y mettre, l'Institut mène des enquêtes de consommation massive sur le terrain. Des enquêteurs vont vraiment éplucher les habitudes de milliers de ménages. Waouh, c'est une logistique énorme en fait. Ah oui, c'est un travail colossal. Ils veulent savoir où va chaque centime. Et ce qui me frappe dans les notes de cette fameuse situation 3, c'est que ce panier, il n'est pas sculpté dans le marbre. Non, surtout pas. Il nécessite une mise à jour complète tous les 5 ans. Pourquoi une fréquence aussi régulière? Enfin, 5 ans, c'est court, hein. C'est court, mais c'est parce que les sociétés mutent très vite. Imagine calculer l'inflation d'aujourd'hui avec un panier conçu, je sais pas, dans les années 90. Ah bah oui, un panier rempli de cassettes vidéo et de pellicules photos. Voilà, ça n'aurait aucun sens. La mise à jour quinquennale, c'est vraiment une obligation structurelle. C'est pour éviter que la mesure ne devienne complètement obsolète. D'accord, donc on s'adapte à la technologie. Ah, la technologie, oui, mais ce n'est pas seulement l'apparition de nouveaux produits qui force cette mise à jour. Le facteur le plus déterminant, en fait, c'est l'évolution des revenus. Ah bon, comment ça? Particulièrement en période de croissance économique. Quand le revenu global d'une population augmente, la structure même de ses dépenses se transforme. Ah oui, c'est logique. Si un foyer voit ses revenus doubler, il va pas soudainement, je sais pas, consommer 2 fois plus de farine ou de pommes de terre.
Exactement. Il y a une limite physique à ce qu'on peut manger. Voilà. Il va plutôt allouer ce nouvel argent à des postes différents. L'achat d'une nouvelle voiture, des vacances ou plus de sorties au restaurant. C'est exactement ça. Et c'est là qu'intervient un concept clé. On parle du poids de chaque catégorie dans le budget. Le poids. Ouais. Dans une économie en développement, la catégorie de l'alimentation, elle pèse extrêmement lourd. Elle peut représenter une part colossale du budget mensuel. D'accord, la survie avant tout. C'est ça. Mais à mesure que le niveau de vie s'élève, cette part consacrée à la stricte survie alimentaire diminue en pourcentage, même si la somme dépensée en monnaie reste stable. Ah, je comprends. Si je gagne 1 000 € et que j'en dépense 500 en nourriture, c'est 50%. Exact. Mais si je gagne 2 000 € et que je dépense toujours 500 € en nourriture, ça ne fait plus que 25% de mon budget. Voilà. Le poids de l'alimentation a baissé. Et d'autres secteurs prennent alors plus de poids, comme les loisirs, la santé ou la tech. Donc si l'Institut ne recalibrait pas le poids de ces différentes catégories tous les 5 ans, l'outil de mesure serait complètement faussé. Ils seraient aveugles à la réalité. On aurait un thermomètre qui mesure la température d'une époque révolue, quoi. Très belle image, c'est tout à fait ça. D'accord, donc on a ce super panier recalibré qui représente fidèlement comment les gens dépensent leur argent. Maintenant, il faut s'en servir pour fabriquer ce fameux IPC, l'indice des prix à la consommation. Le cœur du sujet. Comment on passe d'un panier physique, rempli de biens et de services, à ce chiffre unique qu'on entend tout le temps à la radio? Alors pour ça, il faut établir un point d'origine. Les statisticiens choisissent ce qu'on appelle une année de base. Une année de base. Ouais. Dans l'exemple tunisien fourni par nos sources, l'année de base qui a été choisie, c'est 2015. L'idée, c'est de calculer combien coûte l'intégralité du panier moyen cette année-là, En vraie monnaie. en vraie monnaie, en dinars dans ce cas précis. Et une fois qu'on a le coût total, on décide, de manière totalement arbitraire, que ce coût équivaut à un indice de 100. Un indice de 100. Alors attends, j'aime beaucoup utiliser une analogie pour visualiser ça, dis-moi si ça marche. Vas-y, je t'écoute. C'est un peu comme une balance de cuisine. Quand on veut peser de la farine pour faire un gâteau, on pose d'abord le grand bol vide sur la balance, non? C'est vrai. La balance affiche le poids du bol, disons 300 grammes, mais on ne veut pas compter ce bol dans notre recette, donc on appuie sur le bouton TAR pour remettre le compteur à zéro. Ouais, la fameuse star. Et ensuite, tout ce qui va s'afficher correspondra uniquement à la farine qu'on ajoute. L'année de base pour l'IPC, c'est un peu notre bouton TAR, sauf qu'on le fixe à 100. L'analogie fonctionne super bien pour comprendre la fixation de la valeur initiale. Mais attention à ne pas les tirer trop loin. Ah oui, pourquoi? Parce que dans le cas de l'économie, on ne remet pas le compteur à zéro. On le fixe à 100 pour faciliter la lecture des pourcentages futurs. 100, c'est la base parfaite pour calculer des pourcentages. Ah oui, c'est malin, 100% tout simplement. Voilà. Une fois cette fondation posée, en 2015, on observe le même panier au fil du temps. On avance jusqu'en 2018, par exemple. Ok, on est en 2018. L'Institut refait le calcul de tous les prix du panier à ce moment-là. Et l'indice révélé pour 2018, il est de 117,1. 117,1. Donc il faut décoder ça. Cela signifie que tout ce qui dépasse notre repère de 100, ça représente l'augmentation cumulée. Exactement. Donc la conclusion, c'est que le coût de la vie a augmenté de 17,1% en 3 ans. C'est la conclusion mathématique, mais il faut préciser une nuance sémantique très importante. Laquelle? Ce ne sont pas les indices qui s'achètent dans la vraie vie, ce sont les produits. On n'achète pas un bout d'IPC au supermarché. Voilà. Ce chiffre de 117,1, il démontre mathématiquement que pour acheter exactement les mêmes choses pour maintenir strictement le même niveau de vie qu'en 2015, D'accord. les ménages doivent débourser 17,1% d'argent en plus. Ah, ça fait mal. Si un chariot complet coûtait 100 dinars en 2015, le contenu identique, à l'article près, coûte 117 dinars et 100 millim en 2018. D'accord. La mécanique de l'IPC est très claire. Il nous donne un niveau, une position précise par rapport à notre point de départ. C'est ça. Mais le problème, c'est que ça ne nous dit pas comment on y est arrivé. Savoir que les prix ont monté de 17% depuis 2015, c'est hyper intéressant pour les historiens d'économie. C'est sûr. Mais quand on écoute les informations en 2018, ce qu'on veut savoir, c'est si la situation dérape aujourd'hui, là tout de suite. Pour comprendre l'urgence de la situation, il nous manque une donnée, non? Absolument. Et c'est là qu'intervient la distinction vitale entre l'IPC et le taux d'inflation. C'est là que les gens confondent souvent. Ouais, on mélange tout le temps les deux. L'indice, comme on vient de le voir, il calcule la distance totale parcourue depuis l'année de base. Le taux d'inflation, lui, il calcule la vitesse à laquelle les prix grimpent en ce moment même. La vitesse actuelle. C'est l'évolution d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Attends,
Si on reprend le domaine de la voiture, hem, Ah, j'aime bien les métaphores automobiles. l'IPC, ce serait genre le compteur kilométrique global du véhicule, non? C'est pas mal ça. Il indique qu'on a roulé sur une longue distance depuis l'achat en 2015, mais le taux d'inflation, c'est le compteur de vitesse qu'on regarde avec angoisse en approchant d'un radar. C'est exactement ça. On veut savoir à quelle allure on roule à cet instant précis, pas combien de kilomètres on a en fait depuis 3 ans. La métaphore du compteur de vitesse, elle illustre parfaitement le concept. Mathématiquement, pour calculer ce taux, on ne se soucie plus du tout de l'année 2015. On regarde seulement l'année précédente. Donc juste l'année N-1. Voilà. Pour connaître la vitesse en 2018, on prend la position de 2018 et on regarde où on était en 2017. D'accord. Les données de l'exemple tunisien montrent qu'en 2017, l'IPC était à 109,1. Et en 2018, on l'a dit, il atteint 117,1. Donc pour calculer l'inflation de 2018, on n'a pas besoin de lire de longues formules compliquées. La logique est assez simple en fait. Très simple. On prend l'écart entre les deux années, 117,1 moins 109,1, ça veut dire qu'on a grimpé de 8 points d'indice entre 2017 et 2018. Exactement. Et ensuite, il suffit de regarder ce que représentent ces 8 points par rapport à notre position de départ en 2017. Donc par rapport à 109,1. C'est ça. Et quand on fait la division de cet écart par le chiffre de l'année précédente, on obtient un pourcentage précis. 7,3%. 7,3%. C'est un taux de 7,3% pour l'année 2018. C'est énorme, non? Ce qui représente une accélération très forte, oui. Sur 12 mois, le coût de la vie a bondi. Et la situation analysée montre que les années suivantes, en 2019 et 2020, les taux relevés sont respectivement de 5,3% et 5,6%. Donc le rythme est resté très soutenu. Et tu sais, ces chiffres de 5 et 7%, ils peuvent paraître inoffensifs quand on les entend comme ça à la télé. Un petit chiffre, on se dit. Voilà. Mais il faut vraiment réaliser que ces pourcentages se cumulent. C'est un peu la magie noire des intérêts composés, mais appliquée au prix. La magie noire, le terme est bien choisi. Bah oui, une augmentation de 5% qui s'applique sur des prix qui ont déjà augmenté de 7% l'année précédente, ça commence à faire très mal au budget des ménages. Et c'est la raison pour laquelle les périodes inflationnistes prolongées sont si destructrices pour le pouvoir d'achat. La valeur de la monnaie s'érode à une vitesse grand V. C'est clair. L'indice fixe le niveau général à un instant T, tandis que le taux d'inflation détermine le rythme. Les deux sont mathématiquement indissociables. Le nouvel IPC dépend toujours de la valeur de l'IPC précédent, multiplié par la hausse dictée par le taux d'inflation. Alors, faisons une pause sur cette notion de rythme, parce que c'est vraiment ici qu'on retrouve notre paradoxe du début, l'incompréhension totale face au journal télévisé. Ah, on y revient. Bah oui, mettons les pieds dans le plat. Si on regarde l'évolution entre 2018 et 2019, on passe d'un taux d'inflation de 7,3% à 5,3%. C'est exact. Bon, un responsable politique va s'empresser d'aller à la télé pour déclarer «Bonne nouvelle, l'inflation recule de 2 points». C'est un grand classique de la communication politique. Sauf que les gens, ils entendent «baisse». Ils s'attendent logiquement à ce que la plaquette de beurre soit moins chère le lendemain. Or, à 5,3%, les prix continuent d'augmenter. Comment la statistique explique-t-elle cette tromperie sémantique? Alors pour un statisticien, ce n'est pas une tromperie, c'est vraiment une confusion dans le grand public entre deux concepts économiques fondamentaux, la désinflation et la déflation. Désinflation et déflation. D'accord. On confond souvent les deux. Quand on passe de 7,3 à 5,3%, on parle de désinflation. Donc c'est le rythme qui ralentit. Exactement. Si on garde ta métaphore de la voiture de tout à l'heure, Ouais. la voiture roulait à 73 km/h, le conducteur lève un peu le pied, la voiture roule maintenant à 53 km/h. Mais elle continue d'avancer. Elle continue d'avancer. Les prix continuent d'atteindre de nouveaux records historiques. Le ticket de caisse sera plus lourd qu'en 2018. C'est simplement que l'aggravation est un peu moins violente qu'avant. Ah, je vois. En fait, je préfère l'image d'un sac à dos qu'on porterait pendant une randonnée épuisante. Un sac à dos, vas-y. L'inflation à 7,3%, c'est comme si on rajoutait 7 gros cailloux dans le sac d'un coup. Le dos commence à faire souffrir. D'accord, je visualise bien. L'année d'après, l'inflation descend à 5,3%. C'est ta fameuse désinflation. On célèbre à la télé parce qu'on ne rajoute que 5 cailloux cette fois-ci. Que 5 cailloux, ouais. Mais le sac n'a jamais été aussi lourd. Les 7 cailloux de l'année précédente, ils n'ont pas disparu, on les porte toujours. C'est une excellente façon de le visualiser vraiment.
Et pour que le sac à dos s'allège, pour que les prix baissent véritablement au supermarché, il faudrait entrer dans ce qu'on appelle la déflation. La déflation. Là, ça baisse. Voilà. Mathématiquement, cela signifierait que le taux d'inflation devient négatif, qu'il passe en dessous de zéro. L'IPC, l'indice total, commencerait alors à reculer. Au lieu d'avoir un indice à 117, on redescendrait à 115 ou 110. Là, on retire des cailloux du sac. Exactement. Mais la déflation, c'est un phénomène rarissime dans les économies modernes, non? Il me semble que les gouvernements et les banques centrales détestent la déflation encore plus que l'inflation. Ah oui, c'est leur cauchemar. Parce que la déflation pousse les consommateurs à retarder leurs achats. Si tu sais que la télé coûtera moins cher le mois prochain, tu ne l'achètes pas aujourd'hui. Et ça peut bloquer l'économie entière. D'accord. L'objectif des politiques monétaires, c'est souvent une inflation faible, autour de 2%, mais constante. Donc en réalité, on est condamné à voir notre sac à dos s'alourdir perpétuellement. C'est un peu déprimant dit comme ça. Le but du jeu étatique n'est pas d'alléger le sac, mais de faire en sorte que notre force physique, donc nos salaires, augmentent au même rythme pour supporter le fardeau. Et justement, en parlant d'intervention de l'État, la source qu'on analyse aujourd'hui, elle se conclut en mentionnant l'exploration de l'intervention de l'État face à l'inflation. Oui, un point essentiel. On sait que c'est l'État qui gère la politique monétaire ou certaines subventions. Mais en réfléchissant à tout ce qu'on vient de décortiquer sur la construction de l'IPC, il y a un élément presque dérangeant qui mérite qu'on s'y attarde. Je sens qu'on s'attaque au fameux billet de la mesure, là. Complètement. Rappelons-nous de la première étape de notre discussion. L'Institut national de la statistique met à jour le contenu et le poids du panier de consommation tous les 5 ans. C'est exact. Que se passe-t-il dans la vraie vie quand il y a une forte inflation sur plusieurs années? Les consommateurs n'encaissent pas le choc de manière passive. Si le prix de la viande de bœuf explose, les familles vont arrêter d'en acheter. Évidemment, Elles vont s'adapter et acheter du poulet à la place parce que c'est ce que leur budget permet. c'est un phénomène très documenté, ça. On l'appelle l'effet de substitution. Quand un bien devient inabordable, les agents économiques se tournent vers un bien de remplacement moins cher pour satisfaire le même besoin fondamental. Mais voilà le piège. Lors de la prochaine enquête quinquennale, les statisticiens vont observer la réalité du terrain. Ils vont constater que les ménages achètent beaucoup moins de bœuf et beaucoup plus de poulet. Tout à fait. Et en toute logique statistique, ils vont modifier le fameux panier de la ménagère. Le bœuf va perdre de son poids dans le calcul officiel de l'IPC et le poulet va en gagner. C'est la procédure normale. Et puisque le poulet coûte moins cher que le bœuf, la nouvelle formule du panier, celle qui servira à calculer la future inflation, elle deviendra mathématiquement moins propice à afficher de fortes hausses. Mais c'est glaçant, hein. Pourquoi tu dis ça? Le chiffre officiel de l'inflation va se calmer. Ça va donner l'impression à la télé que la situation est sous contrôle. Mais la réalité humaine derrière ce chiffre, elle s'est dégradée. C'est vrai que vu sous cet angle. La famille n'a pas fait le choix d'aimer le poulet, elle a subi la privation du bœuf. En ajustant le thermomètre pour qu'il suive nos stratégies de survie, l'État, via ses statistiques, ne masque-t-il pas la véritable douleur liée à la baisse du niveau de vie? C'est un point de vue très fort. On a l'impression que le thermomètre est truqué pour ne mesurer que la température de la pièce dans laquelle on a été repoussé et pas celle du confort qu'on vient de perdre. Écoute, c'est l'un des débats les plus profonds en sciences économiques. Vraiment. L'indice des prix à la consommation est censé mesurer le coût de maintien d'un niveau de vie constant. Mais si le contenu du panier se dégrade en qualité pour s'adapter à la baisse du pouvoir d'achat, On ne mesure plus la même chose. exactement. On ne mesure plus le coût de la vie d'avant, on mesure le coût d'une nouvelle normalité appauvrie. Certains économistes estiment d'ailleurs que l'IPC sous-estime systématiquement la véritable inflation ressentie à cause de cet effet de substitution. C'est fascinant. D'un autre côté, je comprends que si on figeait le panier éternellement, on mesurerait des habitudes de consommation obsolètes. Ce serait absurde de continuer à mesurer le prix des cassettes vidéo aujourd'hui, oui. C'est une équation sans solution parfaite. Mais c'est une pensée cruciale à garder en tête lors des prochaines annonces gouvernementales. Cela démontre qu'aucun chiffre, aussi complexe et précis soit-il, ne peut capturer toute la richesse et la difficulté de l'expérience humaine. La statistique donne le cadre, mais elle ne raconte pas l'histoire de la frustration des gens face aux rayons du supermarché. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. La prochaine fois qu'on entendra parler de taux d'inflation à la baisse ou d'un IPC qui s'envole, on saura exactement de quoi il retourne. On espère, oui. Ce ne sont plus des concepts abstraits, mais des compteurs de vitesse de notre économie et des paniers de consommation en perpétuelle mutation. Cette sensation tenace de perdre du pouvoir d'achat alors que les chiffres se veulent rassurants. Elle n'est pas irrationnelle.
Non, elle n'est pas irrationnelle du tout. Notre instinct perçoit simplement les limites d'un outil de mesure qui, pour rester mathématiquement juste, est parfois obligé de valider notre propre appauvrissement. De quoi regarder son ticket de caisse avec un œil radicalement nouveau. Tout à fait. À la prochaine pour une nouvelle analyse.